Je propose que nous commencions en premier lieu par les mouvements pré-nationaux-socialistes et en particulier les mouvements folkish. Voilà, donc peut-être définir rapidement ce que l'on peut entendre par folkish. Ce serait une première chose. Je ne sais pas si... Non, allez-y. C'est beaucoup d'honneur. Folkish, si on le traduit mot à mot, c'est populiste. Et non, beaucoup mieux que populaire, mouvement populiste. Alors, comment les caractériser? Pour ma part, je fais remonter ça très très loin au romantisme allemand et au goût du mystère et au goût de tout ce qui est brumeux, fumeux, etc. Et puis un peu les suites du Sturm und Drang, en quelque sorte. Beaucoup plus que des lumières. D'ailleurs, je travaille sur les lumières. On m'a demandé de travailler sur les lumières en Allemagne. J'avoue que, à part Lessing et partiellement Goethe, je vois pas très bien l'influence que l'Aufklärung a réellement eue sur les Allemands, sur la franc-maçonnerie. Mais ça, c'est un autre thème. Alors, ces mouvements folkish qui, en même temps, correspondaient à cette volonté infernale en particulier d'Hitler, Drang nach Osten, le mouvement, le territoire est de l'Allemagne beaucoup trop petit, il faut s'étendre à l'ouest. Alors, à l'est, pardon. Et ça suppose donc l'élimination de toutes les races qui n'étaient pas allemandes, qui n'étaient pas blondes aux yeux bleus, et donc la conquête de la Pologne, la Russie, etc., etc. Je ne sais pas si ma définition de folkish est vraiment... elle est complexe. Hein. Je ne sais pas si... J'aurais 2-3 points à rajouter. Il me semble qu'en français, folkish se traduit par raciste. Non, enfin, la traduction qui est utilisée est raciste. Non. Le problème, c'est que le terme folkish est difficilement traduisible. On l'a traduit par populiste, par populaire, mais avec un sous-entendu racial. Et c'est ce qui a donné, comme l'a montré Taguieff dans son ouvrage sur la force du préjugé, c'est ce qui a donné le terme en français raciste. Pour le borner au niveau chronologique, l'idéologie folkish, c'est l'un des courants les plus anciens de ce qu'on appelait la révolution conservatrice allemande. Et ça apparaît fin 19e siècle pour exploser dans les années 20. Comme l'a dit Didier Lemasson, c'est un mouvement complètement irrationnel, tautomane, archaïsant, antisémite, oui, mais pas toujours. Très compliqué. En fait, c'est une nébuleuse assez complexe à définir. Mais le caractère à retenir, c'est le côté irrationnel, romantique, et l'aspect, on va dire, quand même racialiste, ethniciste, très poussé. Oui, moi je dirais juste quelque chose sur la fierté d'être allemand. Quand on lit les quelques textes qu'on possède d'Himmler, en fait, sont plutôt des discours qui ont été retranscrits, pas des discours prononcés lors de grandes cérémonies, mais plutôt des discours prononcés devant l'encadrement SS. On voit que, je dirais que l'orgueil allemand commence avec Arminius, le premier révolutionnaire allemand. On plaisante, enfin, je veux dire, c'est un brave garçon qui a été totalement formé par les Romains et qui les trahit. Enfin, c'est notre Vercingétorix, c'est exactement la même chose, lieutenant de César. Là, Et puis ensuite, on passe à Henri Ier le Oiseleur, celui qui a vaincu les Magyars, j'allais dire les Hongrois, excusez-moi. Le premier qui a vaincu ces peuples. Je reviens vers Bertrost. Voilà, les peuples infâmes de l'Est qui menacent la germanicité aryenne. Et puis, bon, voilà. Et donc, on a toute l'histoire allemande se définit comme ça. Bien sûr, elle s'achève, on le sait bien en France, dans la Galerie des Glaces. Hein. C'est là que la suprématie est portée. Après Sadova, je dirais... Si je peux ajouter juste un petit mot, mais quand j'assiste à des cérémonies, on appelle ça une tenue maçonnique en Allemagne, quel que soit le grade, hein, que ce soit celui d'apprenti ou le 10e et dernier degré du rite suédois, les Allemands ont conservé cette tradition très maçonnique de chanter à la fin des travaux. Et ce qui me frappe énormément quand j'y vais,
j'y suis encore la semaine prochaine et au mois de juin à Bayreuth pendant 3 semaines. Unser Vaterland, notre patrie. Et ça c'est quelque chose que je crois nous n'entendons pas ou plus chez nous. Oui, mais pour rebondir sur ce que vous dites, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais simplement si, bon, je suis pas un spécialiste de la franc-maçonnerie allemande, mais si je me trompe pas, les francs-maçons, la franc-maçonnerie allemande est beaucoup plus conservatrice que la franc-maçonnerie française. C'est peut-être pas le sujet de notre débat d'aujourd'hui, mais... Pour dire quelques mots, ça peut rentrer dans la ça, suite oui, du si propos, vous ça voulez, va... oui, bien sûr, je pense ça peut... volontiers. Conservatrice, je dirais, traditionnaliste, conservatrice des très anciennes traditions, et elle est légaliste. À savoir que les grands maîtres des différentes obédiences, jusqu'à l'interdiction de la maçonnerie allemande par les ordonnances de Göring et de Frick en juillet 1935, à cette époque-là, il y avait 12 obédiences. Maintenant, il n'y en a plus que 3. Ils ont réussi à faire une unité. Bon, ceci étant dit, en 1933, 34-35, ils étaient 80 000 pour 60 millions d'habitants. Maintenant, ils ne sont plus que 14 000 pour 80 millions. Ils ont subi de plein fouet, et là on peut parler de l'influence dans l'inconscient collectif des poursuites qu'ils ont subies. Et ils sont à la recherche de candidats, ils sont très... Alors, quand vous me dites conservatrice, je dirais plutôt extrêmement traditionnaliste. C'est le sens de conservateur. Si vous voulez. Conserver les traditions. Voilà, conserver la tradition. Tout simplement. Alors, ni politique... Pardonnez-moi de vous interrompre, la non-renaissance de la maçonnerie allemande, c'est le signe de quelque chose d'assez profond, d'un changement total de mentalité, parce que on a d'autres exemples de suppression totale de la franc-maçonnerie. On a 2 fois de suite en France, à la Révolution française, comme vous le savez, où on est passé à peu près 80 000 maçons à la veille de la Révolution, à pratiquement rien pendant la Révolution. Absolument. Et déjà, à la fin du règne en 1814 de Napoléon, on avait reconstitué les effectifs, avec Faye, sous Pétain, etc. Bon, comme vous le savez, on avait encore des effectifs très supérieurs, puisque certes, il y avait 40 000 cotisants, mais on peut estimer que assister aux loges, parce que les 40 000 cotisants, c'était en fait les 40 000 maçons qui avaient des responsabilités dans la maçonnerie. Ça ne voulait pas dire tous les francs-maçons. Bon, tous les francs-maçons, c'était au moins le double. Donc, et aujourd'hui, il y en a entre 200 et 250 000 en France. Bon.